Le président, madame, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, les principes républicains n'ont d'existence que s'ils sont incarnés, respectés et traduits dans le quotidien des femmes, des hommes, des jeunes de notre pays. Le séparatisme prospère sur les failles de notre société et sur une démocratie affaiblie. Cette crise de la démocratie, si nous n'y répondons pas, continuera de fracturer notre nation un peu plus chaque jour. Chacune et chacun se repliant vers la sphère privée en ne cherchant plus à créer du commun. L'intégrisme religieux, le fondamentalisme islamiste profitent de ce contexte et développent leur projet de théocratie, rejetant les droits conquis par les femmes et les hommes de ce pays, rejetant l'émancipation des esprits et des corps des femmes. Ils n'attendent qu'une chose, que nous les amalgamions avec nos compatriotes de confession musulmane pour augmenter le rejet, diviser notre société. Les intégristes se nourrissent de ce climat délétère, de la quête sans cesse de boucs émissaires. Nous devons en urgence renouer avec un projet collectif ambitieux, redonnant espoir et envie de faire société. Et cela passera par plus d'égalité dans les droits, sur tout le territoire, et par une fraternité retrouvée. La République, aujourd'hui, peine à garantir le respect de ces principes. Si vous subissez des discriminations en raison de votre origine, de votre genre, de votre classe sociale, de votre handicap, et que la République ne parvient pas à y mettre fin, comment percevoir la devise républicaine ? Si dans votre ville, les services publics ferment les uns après les autres, du tribunal à la maternité en passant par le trésor public, au nom de la réduction des dépenses publiques, si, enfant d'ouvrier, vos chances d'aller à l'université sont plus faibles qu'un enfant de cadre, si, en tant que jeune, l'État ne vous donne pas les moyens de votre autonomie financière, notamment pour étudier sereinement, où est pour vous l'incarnation de l'égalité ? Si, en tant que femme, vous êtes moins payée à travail égal et cantonnée au temps partiel imposé, où sont les grands principes de la République ? Toutes ces atteintes à la dignité des personnes ont comme point commun de résulter d'années de politiques publiques qui ne répondent plus aux besoins concrets des Françaises et des Français. Incarner la République, se préoccuper des plus fragiles, avoir comme seule boussole l'humain, voilà ce qui permettra collectivement de créer du commun, de nous sortir des crispations identitaires et surtout de faire taire toutes celles et tous ceux dont le projet pour la France est l'affrontement des uns contre les autres. Voilà ce pourquoi nous devons agir en tant qu'élus de la République. Cependant, si ce projet de loi ne couvre pas ce champ, c'est pourtant par cette République présente partout que nous lutterons efficacement contre les obscurantismes. Cependant, le texte que nous allons examiner ce soir n'est pas à balayer d'un revers de main. Ce projet cible le séparatisme religieux, nourri par des organisations extrémistes qui prospèrent souvent sur l'anomie sociale. Nous aurions tort de les sous-estimer. Elles sont un défi auquel il nous faut répondre sans détour, car elles portent en elles de grands dangers pour notre société, pour nos libertés. Cet extrémisme, au-delà de nier nos principes fondamentaux et de combattre les lois de la République, enferme les individus, les instrumentalise au moyen de la manipulation des esprits connus des dérives sectaires. Il se base sur le « nous », ceux qui appartiennent à une religion, contre les autres qu'il faudrait soumettre. Aucune concession n'est à faire. Face à cette entreprise, notre volonté est totale. La philosophie de ma famille politique est l'émancipation des individus, le fondamentalisme religieux en est l'ennemi. La réponse à ce défi ne sera pas un État concordataire. La loi de 1905 est suffisante aujourd'hui et d'une profonde modernité. Elle doit d'ailleurs s'appliquer partout sur le territoire et je crois, chers collègues, qu'il nous faudra un jour ouvrir le débat concernant le concordat en Alsace-Moselle, rémunération des ministres du culte, enseignement religieux au sein de l'école publique, car en la matière, il faut de la cohérence. La réponse à ce défi n'est pas dans des mesures limitant nos libertés individuelles, religieuses ou associatives. Ce projet de loi ne sera pertinent que s'il arrive à articuler les principes de même valeur entre liberté de conscience, d'association, liberté d'expression, principe de laïcité, d'égalité, respect de la dignité humaine. Aussi, il y a plusieurs dispositifs de cette loi que nous soutenons, d'autres qui nous laissent dubitatifs quant à leur pertinence et efficacité, d'autres auxquels nous sommes opposés car portant atteinte aux libertés. Ce projet de loi entend
protéger davantage les femmes. Si les objectifs recherchés sont justes, les avancées positives, il nous faut une réponse plus forte. L'interdiction des certificats de virginité est une mesure que nous soutenons. Cette pratique est une atteinte à la dignité des femmes et nous ne pouvons qu'être satisfaits de cette proposition. Le projet de loi propose également de pénaliser ceux qui délivrent ces certificats. Si la portée de cette mesure est difficile à mesurer, le nombre de certificats délivrés étant imprécis, elle inscrit, et c'est essentiel, dans le droit un message clair : le corps des femmes n'appartient à personne d'autre qu'à elles-mêmes. La polygamie doit être aussi reconnue comme une violence envers les femmes. Ce projet de loi renforce les dispositions existantes en permettant de retirer tout titre de séjour à ceux qui en seraient reconnus coupables. Si nous nous accordons sur ce dispositif, nous pensons que l'article 14, tel qu'il est rédigé, ne protège pas suffisamment les femmes victimes de polygamie. Les mariages forcés sont un véritable fléau. Aucun chiffre précis n'a été communiqué sur le nombre de femmes mariées de force vivant sur le sol français. Certains évoquent 200 000 femmes mariées sous la contrainte. Ces femmes n'ont pas à payer pour la culpabilité de leur mari. Certaines continuent à subir cette situation car leur situation administrative dépend de leur situation maritale. Ce n'est pas tolérable. Lorsqu'un homme se voit retirer ses papiers parce qu'il est polygame, nous devons protéger les victimes en leur permettant d'être reconnues comme telles. Lors de l'examen en commission spéciale, les commissaires ont adopté mon amendement renouvelant automatiquement la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » des femmes victimes de polygamie. Cette disposition représente une avancée attendue par les associations venant en aide aux femmes en difficulté et je m'en félicite. Si nous sommes d'accord pour reconnaître que les femmes sont victimes de la polygamie, alors que nous ne pouvons pas voter l'article 15 tel qu'il est rédigé, nous regrettons que ces femmes ne puissent toucher de pension de réversion alors qu'elles ont subi une situation non choisie. C'est pour éviter cette double peine que nous demandons la suppression. En finir avec ces schémas patriarcaux nécessite des moyens conséquents. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne s'arrête pas avec ce projet de loi. Il faudra encore aller plus loin et plus fort. Permettre aux femmes d'accéder à tous les postes, notamment à ceux de responsabilité, en finir avec les inégalités de salaire, mettre fin aux contrats précaires ou encore lutter pour l'égalité devant les tâches domestiques. Nous avons tant à faire pour en finir avec le patriarcat. Le combat féministe doit se poursuivre. Ce projet de loi, par son chapitre 5, émet de nouvelles dispositions relatives à l'éducation. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine veut réaffirmer son attachement à l'école publique et portera plusieurs amendements en ce sens. Ainsi, pour nous, l'existence des écoles privées hors contrat n'a pas de sens. La signature d'une nouvelle charte des valeurs et principes républicains ne nous apparaît pas pertinente car elle ne répondra pas au manque d'encadrement de l'État. De plus, le nombre de nouvelles écoles hors contrat ne cesse de croître. Entre 2011 et 2014, elles ont augmenté de 26 % et plus de 300 projets d'ouverture étaient prévus entre 2019 et cette année. Cette augmentation significative ne peut que nous alerter sur ce qui motive des parents à scolariser leurs enfants à domicile ou dans des écoles n'ayant aucun lien avec l'éducation nationale. Car l'école de la République est le lieu de l'émancipation. Le respect et la mixité sont au cœur de ces enseignements pour que chacune et chacun trouve sa place afin de continuer à bâtir ensemble notre nation. L'engagement des équipes pédagogiques pour la réussite de nos enfants est total. Nous le voyons en ces temps de crise. Mais nous savons aussi que l'éducation nationale manque de moyens, l'encadrement des enfants n'étant pas partout à la hauteur. Agir pour les droits des enfants appelle que la République octroie à l'école publique et laïque les moyens humains et financiers nécessaires. Enfin, ce projet de loi demande beaucoup à la société civile. Il exige des associations la signature d'un contrat d'engagement aux principes républicains, elles qui, dans leur immense majorité, les font vivre au quotidien, là où l'État est souvent absent. Le contrat d'engagement républicain pose problème quant à la liberté d'association. Tout d'abord, l'absence de précision dans le document que nous avons reçu concernant le contenu de ce contrat est un problème, en particulier sur ce qu'on entend par le trouble à l'ordre public ou le prosélytisme abusif. J'ai également des réserves concernant le principe même d'un tel contrat. Les associations s'engageraient à respecter les principes républicains, dont la laïcité, pour toucher des subventions publiques. On exige d'elles de prendre de nouvelles responsabilités, notamment de contrôle de leurs associations locales, mais quel engagement prend l'État vis-à-vis d'elles ? Nous le savons, la situation très difficile du tissu associatif, avant même la crise du Covid, avec la diminution des financements pérennes au profit d'appels à projets qui détournent les associations de leurs faits associatifs,
et les empêche d'avoir une vision à long terme. Les collectivités territoriales peinent à les soutenir financièrement. Les clubs sportifs ont perdu pratiquement 40% de leurs licenciés. Est-ce vraiment dans ce contexte le moment de leur imposer de nouvelles règles ? Je suis surtout opposée aux dispositions contenues au sein de l'article 8, qui vient modifier le régime de responsabilité des associations pour fait de ses membres. À l'instar de l'avis du Haut Conseil à la vie associative, cette mesure m'apparaît dangereuse pour les associations. Je suis tout autant interrogative en ce qui concerne les fédérations sportives sur l'applicabilité d'un nouveau système de contrôle remplaçant la tutelle et le partage des missions de service public. Beaucoup de fédérations n'auront pas les moyens de contrôler si les clubs l'appliquent, bien ou non. Enfin, une proposition de loi sport devrait arriver en mars. Je pense qu'il serait plus opportun de travailler sur la relation État-fédération sportive à ce moment-là, plutôt que dans ce texte. J'y suis prête si tant est que l'on daigne associer les parlementaires en amont. Chers collègues, le groupe GDR est convaincu que la réponse structurelle pour conforter les principes républicains est celle d'un État mettant l'humain au cœur de son action, luttant contre les inégalités, menant des politiques publiques volontaristes en termes de justice sociale, fiscale, dans des institutions renouvelées. Les députés du groupe GDR soutiendront certaines mesures, proposeront par amendement des voies d'amélioration, tout en étant intransigeants face aux mesures présentes et aux amendements qui attenteraient de manière disproportionnée à nos libertés ou qui porteraient une vision instrumentalisée de la laïcité. Je vous remercie.